2 invités, pas d'animateur. Une seule consigne. Face aux caméras, ce sont eux qui mènent le débat. Premier invité, qui êtes-vous ? Donc je suis Bernard Ennuyé, je suis dans le champ de la vieillesse depuis 40 ans, je suis directeur d'un service de maintien à domicile depuis 32 ans et je suis par ailleurs sociologue, spécialiste de la dépendance, sur laquelle j'ai écrit un livre il y a plusieurs années qui s'appelle « Les malentendus de la dépendance ». Deuxième invité, même question, qui êtes-vous ? Je suis Jean-Marie Robin, je suis à la fois démographe et épidémiologiste. Je suis directeur de recherche à l'INSERM et je mène des recherches à la fois sur les limites de la longévité humaine et sur l'état de santé des populations et en particulier des populations très âgées. Vous avez maintenant 30 minutes rien que pour vous, avec, comme point de repère, une lumière rouge qui s'allumera si on a besoin de vous interrompre. Alors vieillesse ennemie, moi je suis très frappé de ce titre parce que la vieillesse, pour moi, c'est l'avenir des sociétés. Alors on n'a jamais su vivre très longtemps sans vieillir. Donc, en 2 mots, la France a une vision très catastrophique de sa vieillesse que je ne comprends pas vraiment, parce que pour travailler dans ce champ-là depuis plus de 40 ans, globalement, les gens qui vieillissent, alors on verra après ce que ça veut dire, vieillissent bien, et très concrètement, je ne vois pas que la vieillesse soit une catastrophe, même s'il y a des parcours de vie qui se terminent de façon compliquée. Je ne partage pas votre avis. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'on a une vision catastrophique de la vieillesse. Moi, je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Je ne dirais pas que c'est nuancé. Moi, j'ai quand même l'impression que les gens sont désemparés face à ce phénomène inattendu du vieillissement de la population. Je pense qu'il y a des gens, je rencontre tous les jours, qui le voient de façon très positive, et vraisemblablement vous en faites partie, mais il y en a d'autres qui le voient de façon, c'est vrai, négative, mais il y a beaucoup de gens, ils sont tout simplement désemparés. Parce que, dans le fond, par exemple, vous savez que nous on étudie beaucoup les nonagénaires et les centenaires. Et dans les familles où nous allons pour les rencontrer, ce qu'on voit, c'est que les gens, en gros, c'est la première fois que ça arrive dans la famille. C'est la première fois que la famille doit s'organiser, faire face au fait qu'au sein de la famille, il y a un individu qui vit au-delà de 90 ou de 95 ans. Et ça pose de nouveaux problèmes. Et là, c'est la nouveauté. Bon, ça, je peux peut-être essayer de répondre à cette question. En fait, c'est vrai que lorsqu'on a constaté l'allongement inattendu de la durée de vie des personnes âgées, parce que c'est ça le fond du problème, c'est pas le fait qu'on est de plus en plus nombreux à devenir des personnes âgées. Ça, je crois que dans un premier temps, le vieillissement a été perçu de façon très positive. Ce qui est nouveau, c'est le fait que les personnes âgées elles-mêmes se sont mis à vivre de plus en plus longtemps. Mais ça, c'est récent. Mais oui, c'est récent qu'on en a pris conscience. Parce que là, en plus, on n'est pas vraiment bien au courant de la genèse de cette histoire et on n'en connaît pas les raisons. Mais c'est récemment qu'on en a pris conscience. Et effectivement, récemment, on a pris Ça veut dire dans les 20, 30 dernières années. Même pas. Je dirais que ça a commencé il y a 15 ans. C'est ça qui est important. C'est vraiment une connaissance très, très récente. Et du coup, cette connaissance, elle est sur la table. Les experts la connaissent, mais la société n'est pas encore vraiment au courant. Même cette connaissance est très très peu intégrée par les responsables politiques. Mais c'est vrai que quand on a réalisé qu'il y avait une très forte augmentation, une poursuite de l'augmentation de l'espérance de vie, mais à cause de la chute de la mortalité au sein des personnes très âgées, une première réaction a été de dire c'est pas grave parce que c'est l'espérance de vie sans incapacité augmente dans les mêmes proportions. L'espérance de vie sans incapacité est un terme créé dans les années 80 par l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Oui, alors, c'est justement dans ce contexte, on s'est dit que juste mesurer l'évolution de l'état de santé des populations avec la simple espérance de vie à la naissance, ça ne suffisait plus. Tant que l'espérance de vie augmentait parce qu'on diminuait la mortalité infantile ou parce qu'on diminuait la mortalité prématurée chez les jeunes adultes, la mesure de l'espérance de vie tous les ans nous donnait une valeur très simple et très positive en disant l'état de santé de la population s'améliore, la preuve, l'espérance de vie a encore augmenté de 5 mois cette année. Mais à partir du moment où on a réalisé
qu'il n'y avait plus vraiment de gains réalisables sur la mortalité infantile parce qu'on l'avait quasiment réduite à zéro et qu'on progressait très très peu dans la réduction de la mortalité prématurée chez les jeunes adultes, parce que là, c'est vrai que c'est une mortalité qui est difficile à réduire, mais que ces gains d'espérance de vie qui se poursuivaient étaient dus à un effondrement de la mortalité chez les personnes très âgées, on s'est dit le calcul de l'espérance de vie ne suffit plus, parce que tout de suite, on s'est dit il y a deux possibilités. Plus exactement, il y a eu deux écoles ou deux séries d'hypothèses qui ont été proposées. Il y a des gens qui ont dit si la mortalité s'effondre chez les personnes âgées, c'est parce qu'on a repoussé l'âge d'apparition des maladies. Et donc les gens vivent plus longtemps sans maladie chronique, et puis les maladies se développent plus tardivement, les gens rentrent en incapacité, mesure indirecte de la sévérité des maladies plus tard, et les gens meurent encore plus tard. Ce qui veut dire que par rapport à la question est-ce que les vieux sont plus malades, on peut dire que plus les gens vieillissent et quelque part moins ils sont malades. Voilà, mais ça c'était une des deux hypothèses, parce que immédiatement, ça c'est l'hypothèse optimiste. Et comme en plus, à l'époque où cette première hypothèse a été formulée, on pensait que l'espérance de vie totale ne pouvait plus beaucoup augmenter, la personne qui a formulé cette hypothèse a tout simplement parlé de la compression de la morbidité. C'est un article qui a été publié dans la plus grande revue de médecine qui s'appelle le New England Journal of Medicine et qui annonçait dans les années 80 que compte tenu d'une limite à la longévité humaine et du fait que l'espérance de vie ne pourrait plus augmenter beaucoup et qu'on allait reporter l'âge d'apparition des maladies et ensuite l'âge d'apparition des incapacités, on allait comprimer en fin de vie de plus en plus la mauvaise santé. C'est-à-dire qu'on allait vivre très peu d'années en mauvaise santé. Avant de mourir. À la limite, certains vont mourir en bonne santé. Absolument, absolument. Mais je vous ai dit, c'était qu'une hypothèse. Il y avait la deuxième hypothèse qui est apparue au même moment. C'est tout simplement, si les vieux meurent moins, c'est parce qu'on les empêche de mourir. C'est parce qu'on est beaucoup plus efficace dans la prise en charge des maladies chroniques, en particulier des maladies chroniques invalidantes. Et donc, en fait, la proportion de gens qui vivent avec des maladies chroniques augmente au sein de la population. L'incapacité va augmenter et en particulier, et ça c'était au cœur de cette théorie, la proportion des gens qui souffrent de détérioration cognitive et de maladie d'Alzheimer va considérablement augmenter. Et ça, ce sont les deux théories qui ont été posées au même moment dans les années 80 face à l'effondrement de la mortalité chez les personnes âgées. Mais oui, mais aujourd'hui on est en 2011, donc on a des résultats là-dessus. On a tranché pour une des hypothèses. Non. Alors, c'est pour ça qu'on a mis en place ces calculs d'espérance de vie sans incapacité. Donc, on s'est dit, puisqu'on ne sait pas dans quelle mesure la longévité est connectée avec la santé, ou dans quelle mesure l'absence ou la diminution de la mortalité est liée avec le report des maladies chroniques et avec le report de l'incapacité, il faut le mesurer. Donc, juste mesurer la longévité avec l'espérance de vie, ça ne suffit pas. Il faut finalement mesurer 2 ou 3 espérances de vie. Il faut mesurer l'espérance de vie sans maladie chronique et l'espérance de vie avec maladie chronique, le tout faisant l'ensemble de la vie. Et puis, il faut aussi mesurer l'espérance de vie sans incapacité, combien de temps on peut vivre sans incapacité, et puis combien de temps on vit avec incapacité, et là aussi le tout refaisant l'espérance de vie. Et l'hypothèse, et ce qu'on espérait tous, c'est si l'espérance de vie augmente de 3 ans, tant qu'à faire, le mieux, ce serait que l'espérance de vie sans incapacité augmente de 3 ans. De 3 ans. Comme ça, tous les gains qu'on ferait sur la vie seraient des gains sans incapacité. Ce qu'on a vu dans les années 80-90, aux États-Unis et en France, c'est un mouvement très favorable. C'est vrai que les premiers calculs ont montré que l'espérance de vie sans incapacité augmentait dans les mêmes proportions que l'espérance de vie totale. Voire même plus vite, j'ai entendu. Ou même plus vite. Le problème, c'est que ces nouvelles étaient tellement bonnes que les gens ont décidé, bon, c'est bon, j'ai plus besoin d'avoir des nouvelles, je suis content avec ces nouvelles. Quand l'espérance de vie augmente, l'espérance de vie sans incapacité augmente dans les mêmes proportions. Malheureusement, depuis 10 ans, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans les autres pays qui font des calculs, ce n'est plus ce qu'on observe. Mais aux États-Unis, j'ai même vu que l'espérance de vie tout court avait reculé. Voilà. Et donc, aux États-Unis, on a cette information assez alarmante, qui est que l'espérance de vie tout court diminuerait, mais surtout, aux États-Unis, on a une forte augmentation de l'espérance de vie avec incapacité. Et puis, on a une augmentation absolument considérable de l'espérance de vie avec maladie chronique. Alors, les journaux sont intéressants parce qu'ils disent que c'est à cause du tabagisme et de l'obésité.
Donc ça veut dire, on pourrait dire que le vieillissement va être aussi fonction des conditions de vie et aussi fonction du fonctionnement du système de santé. En fait, c'est vrai que les arguments aux États-Unis, ils ont tendance à tout expliquer par le tabagisme et l'obésité. À la fois, le tabagisme aurait expliqué pourquoi il y aurait eu un rattrapage dans l'espérance de vie, c'est-à-dire qu'en fait, l'espérance de vie aurait augmenté dans le passé plus vite qu'elle n'aurait dû, parce que tout simplement, on serait passé d'une population de fumeurs à une population de non-fumeurs. Donc ça, c'est une accélération. Maintenant, c'est vrai que un certain nombre de nos collègues américains, un petit groupe, dit qu'il n'y aura plus de progrès d'espérance de vie aux États-Unis, et peut-être que là, les chiffres leur donnent raison, à cause de cette incroyable épidémie de l'obésité. Mais les chiffres ne sont pas du tout ceux qu'on a en France aux États-Unis. Quand même, le problème, on a beaucoup de collègues, surtout aux États-Unis, puis on a des résultats qui montrent que ça ne marche pas, ce n'est pas vrai. En fait, en quoi il y a un lien entre l'obésité et la mortalité ? Ça passe essentiellement par les maladies cardiovasculaires et par le diabète. Et en fait, ce sont les endroits, c'est justement les secteurs où on sait intervenir. On sait à la fois prévenir l'hypertension et on sait à la fois traiter beaucoup mieux les incidents ou les maladies cardiovasculaires. Et donc, d'une certaine façon, on a aujourd'hui déconnecté l'obésité d'un excès de mortalité parce que ça passait par les pathologies où là, on est efficace. En fait, je voudrais juste terminer là-dessus. Mais par contre, on a laissé s'échapper l'incapacité. Mais ce que vous m'expliquez, c'est qu'en fait, on ne sait pas trop aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. C'est ça qu'on peut dire. Voilà. On ne sait pas trop ce qui se passe entre les facteurs de morbidité et l'espérance de vie. Ça veut dire qu'on ne sait pas si on va continuer à vivre plus vieux, en plus mauvaise santé, ou bien si l'espérance de vie va décrocher, comme je l'entends dire aussi en France, c'est-à-dire qu'elle va régresser aussi en France. C'est ça les hypothèses qu'on entend aujourd'hui sur la question. Voilà. Et là-dessus, finalement, est-ce qu'on peut dire qu'on ne sait pas grand-chose ? Oui, on peut dire qu'on ne sait pas grand-chose et que pour l'instant, on n'a pas encore les outils qui nous permettraient de savoir ce qu'on devrait savoir. Je vais terminer ce que je vous disais. Donc, en Europe, on a de très bonnes données sur la mortalité et on a des très anciennes séries historiques. On peut faire des bonnes projections, on peut faire des hypothèses dessus. Aux États-Unis, il leur manque cette information. L'information sur leur durée de vie, sur leur espérance de vie n'est vraiment pas bonne. Par contre, ils ont un nombre très important d'enquêtes en population qui sont permanentes sur leur état de santé. Ils ont une richesse d'informations qu'on n'imagine pas en France et en Europe. Et en particulier, ces enquêtes sont répétées dans le temps. Elles sont maintenues sans aucun changement. Ce qui fait qu'aux États-Unis, et c'est le seul pays au monde où on a de longues séries statistiques sur l'état de santé. Et donc, il y a un problème, c'est-à-dire qu'on est tout le temps à piquer des informations aux États-Unis pour justement les rattacher avec des informations sur la mortalité qu'on a en France, et que ce discours qui à un moment a été hégémonique, de dire l'espérance de vie sans incapacité augmente dans les mêmes proportions que l'espérance de vie, ça s'appuyait sur le fait qu'on a observé dans les années 80-90 une très forte diminution de l'incapacité dans les populations âgées aux États-Unis. Et comme on n'avait pas d'enquête ailleurs et qu'on n'avait pas d'enquête répétée, on a pris les tendances américaines qu'on a appliquées à tous les pays. Or, en fait, les États-Unis, ce n'est pas le reste du monde, et le reste du monde, ce n'est pas les États-Unis. Et on ne peut absolument... Et au contraire, je dirais même, c'est très dangereux de faire ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des divergences absolument extraordinaires en termes de vieillissement de la population, en termes d'allongement de la durée de vie, entre les pays de l'OCDE, qui ont pourtant l'air d'être les pays les plus homogènes. Juste pour vous donner une idée, au lendemain de la guerre, on avait encore un petit peu des différences entre nous. Là, je parle des pays de l'OCDE. Mais dans la reconstruction, la convergence a été telle qu'à la fin des années 70, l'espérance de vie à 65 ans des femmes était exactement la même, à 6 mois près, était exactement la même entre les Américaines, les Canadiennes, les Françaises, les Danoises, les Hollandaises et les Japonaises, enfin tous les pays de l'OCDE. Aujourd'hui, il y a 5 ans de différence en termes d'espérance de vie à 65 ans entre les femmes, entre les Japonaises qui ont l'espérance de vie la plus longue et les Danoises qui ont l'espérance de vie au sein de l'OCDE la plus faible. Vous voyez, c'est un écart absolument incroyable. Et voilà, le vieillissement des populations n'est absolument pas le même, ce n'est pas un problème universel, même au sein de nos pays. Il est vraiment très spécifique des pays. Moi, je veux bien tout de suite dire un truc là-dessus. Parce que je pense que quand on parle des personnes âgées ou de la vieillesse,
je veux dire, aujourd'hui, on fait démarrer la vieillesse facilement à 60 ans. Hein. On va jusqu'à 105 ans au moins. C'est-à-dire, c'est 45 ans de vie, quoi. Rentrer dans la vieillesse, c'est commencer par une tranche de vie, je ne sais pas, moi, qui va de 60 à, j'en sais rien, peut-être 75 ans, donc, ou même plus, où là, on est ces fameux seniors en bonne santé, etc. Il n'y a pas du tout de problème de dépendance. Alors après, c'est vrai, et ça, c'est lié à cet allongement fantastique de la durée de vie, qu'on est en train d'accumuler des personnes de 95 ans, de 100 ans et même de 110 ans. Là, on rentre dans la grande vieillesse, et là, il y a des problèmes clairs de dépendance. Après, il y a cette zone grise. Est-ce que tous les gens entre 75 et 95 ans sont des gens dépendants diminués? Donc voilà, je crois que là, il y a on a des chiffres là-dessus actuellement. On ne peut pas vraiment traiter comme ça d'un bloc. Ça, c'est une évidence. Sur les chiffres qu'on a, la dernière enquête handicap santé en ménage ordinaire de 2008 dit que, grosso modo, moi j'ai retenu qu'après 80 ans, il y avait moins de 3% des gens à domicile qui étaient en incapacité sévère. Bon, ce que l'enquête appelle la dépendance sévère, disons-le tout de suite, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. La dépendance, elle a été définie par les médecins dans les années 75 comme l'incapacité à faire tout seul les principaux gestes de la vie quotidienne sans aide. Voilà, c'est ce que j'appelle, moi, la dépendance médicale. Ce n'est pas ma définition de la dépendance. Donc, moins de 3% des 80 ans et plus, et si on prend les gens qui ont une incapacité modérée, incapacité sévère, dépendance sévère, incapacité modérée, on a moins de 15%. Ça veut dire que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, moi je propose déjà qu'on recule l'âge d'entrée dans la vieillesse. On ne peut pas, en plus ça va bien m'arranger, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est vieux en France après 60 ou 65 ans, c'est complètement stupide. Effectivement, parce que vous l'avez fort bien dit, il y a 40 ou 45 ans. Si on veut dire qu'on rentre dans une certaine vieillesse, qu'on pourra discuter, on peut dire qu'on y rentre plutôt après 80, voire après 85 ans. Ça, c'est une question qu'on pourra avoir entre nous, puisque grosso modo, les statistiques montrent qu'entre 60 et 80 ans, les gens vont plutôt bien. Et que si des gens meurent, parce qu'il y en a qui meurent, ils meurent plutôt globalement en bonne santé. Voilà, c'est les chiffres qu'on a. Donc aujourd'hui, les chiffres montrent qu'après 85 ans, pour donner une idée, je crois que les 85 ans, c'est environ un peu moins de 2 millions de personnes, 1,5 million, 2 millions. Il y a moins de 20% des gens qui vont pas bien. Donc les fameux gens dits dépendants, contrairement à ce qu'on a raconté depuis quelques années, ils n'augmentent pas énormément. Première chose, ce qui est important en politique publique. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement nous dit ça coûte trop cher. Par contre, pour ce qu'il en est pour demain, on est dans la même interrogation que vous soulignez tout à l'heure sur les gens malades, sauf qu'éventuellement, j'aimerais avoir votre sentiment sur ce qu'on nous raconte, ce que nous racontent nos amis médecins de santé publique ou gériatres sur la question de la maladie d'Alzheimer, où on nous prédit des chiffres qui continueraient à exploser. Voilà. Moi, ça me laisse un peu dubitatif, mais peut-être que oui. Quoi penser de ces chiffres autour d'Alzheimer ? C'est sûr que quand on regarde les projections faites par France Alzheimer, mais c'est une association de familles, de parents, ils annoncent un doublement du nombre des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer dans une durée de temps qui est relativement courte, quelques dizaines d'années. Quand nous, on fait des calculs, on trouve moins. Mais je veux dire... Mais beaucoup moins, je crois. Beaucoup Presque moins. 2 fois moins. On trouve moins. Non, mais là, on voit bien que... mais c'est comme ça avec tous les chiffres. C'est ça le problème. Oui. C'est qu'avec tous les chiffres qui sont utilisés par des associations de parents de malades ou tous les chiffres qui sont utilisés par le corps médical, enfin, tous les gens qui, dans le fond... ont intérêt à ce que les gens soient malades. Ont un intérêt. C'est sûr que c'est pas tout à fait les mêmes chiffres et que même s'ils partent de chiffres qui ont été produits par l'INSEE, s'il y a 3 hypothèses de données, s'il y a une hypothèse qui générerait plus de chiffres et que ça irait plutôt dans ce qu'ils ont envie de communiquer, bah oui. Donc c'est sûr que là, on n'a pas vraiment affaire à des chiffres qui ont une très grande fiabilité, valeur scientifique. Et c'est vrai qu'on a bâti un plan, on est regardé à travers le monde entier, en particulier en Europe, comme étant vraiment un pays tout à fait en avance sur
la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Mais sur quoi? Parce qu'effectivement, on a ce défaut majeur d'enquête. Et tous les chiffres qu'on a en France sur lesquels on bâtit tout, vous le savez aussi bien que moi, ça vient de cette fantastique enquête PACWID. Oui. Mais cette enquête PACWID, c'est une enquête qui a été mise en place dans les années 80-90. Donc c'est une enquête qui est maintenant bien ancienne et qui concernait, si je ne me trompe pas, 2 départements français autour de Bordeaux. Et c'est la seule information chiffrée sur la base de laquelle on fait des projections dans les 20, 30... Donc là, il y a un vrai déficit de collecte d'informations de base et on pourra mettre en place tous les scénarios, on pourra avoir toutes les méthodes de projection qu'on veut avec aussi peu de chiffres ou des chiffres qui sont aussi particuliers ou aussi anciens, on ne pourra pas faire grand-chose. Oui, alors, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, bon, sur la controverse sur Alzheimer, moi j'appelle ça une controverse. On manque de controverse en France. Il n'y a pas de débat scientifique s'il n'y a pas de controverse. L'enquête PACWID, qui continue effectivement à faire autorité, dit 860 000 personnes aujourd'hui atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est un peu l'hypothèse qu'a repris d'ailleurs le plan de Sarkozy de 2008. France Info, quand il fait une information un peu rapide, dit 1 million de personnes. Et Alain Colvez, chercheur INSERM, me dit, si on regarde les gens qui ont vraiment des difficultés dans la vie quotidienne, ce qui est quand même important, on est sur 500 000 personnes. Alors, moi, je rebondis là-dessus parce qu'on est sur une émission qui s'appelle Aubier c'est ennemi. Je constate que chaque fois qu'il y a une controverse sur les chiffres, c'est le chiffre le plus péjoratif qui l'emporte sur le chiffre. Ce qui montre, alors, on pourrait dire, tant mieux qu'il n'y en ait que 500 000. Et on va plutôt le dire, non, mais dans le doute, il faut plutôt prendre 1 million. Donc je reviens sur notre débat de tout à l'heure pour dire que quand même, en France, il y a plutôt une péjoration systématique de la vieillesse et que dans 2 chiffres, on va prendre le pire. Oui. Non, mais vous avez raison. Alors, le problème, c'est que là, pour le coup, on est dans quelque chose, moi, je trouve compliqué. Et je trouve que c'est compliqué à communiquer là-dessus. On a fait quelques études à travers le monde. C'est que, quand même, on a l'impression qu'il y a 2-3% seulement des centenaires qui sont totalement indépendants. C'est-à-dire, quand on ne fait pas des études pour se faire plaisir avec quelques centenaires, mais qu'on essaye d'avoir des échantillons représentatifs de centenaires, il n'y en a que 2 ou 3% qui sont capables de faire ces gestes élémentaires de la vie quotidienne tout seuls, l'ensemble. C'est-à-dire qu'ils n'ont besoin d'aucune aide pour se lever, pour s'habiller, pour se laver, pour se déplacer. Ce package de base, ils le font tout seuls. Donc, ce qui veut dire que, vous voyez, qu'entre 80 ans, ou peut-être 10% seulement des gens ont des difficultés, et 100 ans, ça va augmenter très très vite. Vous voyez, là, Oui, mais sur des effectifs qui sont quand même réduits. Ça va augmenter très très vite comme ça, en passant de pas grand-chose, 10%, ce que vous disiez, à peut-être 95% ont des difficultés en une vingtaine d'années, entre 80 et 100 ans. Dans le même temps, les effectifs vont passer de beaucoup à 80 ans à presque pas à 100 ans. Vous voyez la dynamique et la combinaison de ces 2 trucs. Et là-dessus se greffent les incidents de l'histoire. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'il se trouve que les classes creuses, c'est les bébés qui ne sont pas nés pendant la guerre de 14-18. Et pourquoi je vous parle de ces vieilles générations aujourd'hui? C'est que les gens qui seraient nés entre 14 et 18, c'est des gens qui aujourd'hui seraient dans les tranches d'âge de 95. Vous voyez, donc en fait, on a un déficit du fameux 4e âge. Il a totalement disparu parce que ce sont les classes creuses qui aujourd'hui devraient occuper le 4e âge. C'est pourquoi on est effectivement dans une configuration extraordinaire pour mettre en place ce fameux 5e risque de la sécurité sociale, c'est-à-dire qui, en plus de la maladie, du chômage, assurerait la dépendance des personnes âgées. Parce que, pour l'instant, ça ne coûterait très peu cher. Et juste pour la petite histoire, et j'irai terminer là-dessus, c'est ce qu'avait bien compris Mitterrand lorsqu'il a profité du passage entre 60 et 65 ans de cette classe creuse pour pouvoir mettre en place cette réforme qui, immédiatement à l'époque, n'a pas coûté très cher parce qu'on a eu un effondrement des jeunes retraités. Alors moi, je vais rebondir sur la question du 5e risque, puisqu'effectivement, d'abord, il faut dire que c'est le débat actuel. Le président de la République a promis, alors c'est une promesse très importante, il a promis déjà quand il était candidat de permettre aux gens qui vieillissent, notamment de rester chez eux. Il avait dit ça quand il était candidat. Il a repris ça plusieurs fois. Il n'y a eu aucune mesure de fait. Et là, le 16 novembre, le président de la République a dit « Je vais créer un nouveau risque de sécurité sociale, donc le 5e risque,
Les Français ne savent pas toujours que depuis 1945, il y a 4 risques de sécurité sociale. La maladie, les accidents de travail et maladies professionnelles, la vieillesse et la famille. Risque de perte de gains, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi la vieillesse ou la famille seraient des risques. C'est des risques de perte de salaire quand on a des enfants ou quand on est malade. Et donc, il a dit, je vais créer un 5e risque. Donc, c'est un peu du jargon pour le grand public. Il faut comprendre ce que vous avez dit tout à l'heure. Je vais créer une couverture sociale importante pour les gens vieillissants. Alors, on va revenir sur la question de la vieillesse, puisque nous pensons à un certain nombre qu'il ne faudrait pas se limiter aux gens de 65 ans et plus, mais aussi une couverture des gens plus jeunes qui peuvent avoir des incapacités. Je dis nous parce que j'appartiens à un collectif qui travaille là-dessus, qui s'appelle Une société pour tous les âges. Le président de la République, le 16 novembre, a dit « Nous sommes devant une impasse financière considérable et nous sommes devant un déficit colossal. » Donc, il a mis en premier la question des coûts. Et là où ça ne nous semble pas judicieux, et je pense qu'on va pouvoir, vous allez pouvoir rebondir là-dessus, c'est que nous on dit oui, ça coûte peut-être, mais pourquoi faire ? Et pourquoi faire ? Et ça pose les questions qu'on a vues tout à l'heure. À quoi sert la vieillesse ? Est-elle utile ? Sinon, effectivement, elle ne fera que coûter. Donc on voit bien que la question des coûts, on ne peut pas la dissocier de la question de la société. Ça coûte pourquoi et pour qui ? Oui, et j'ai une certaine expérience maintenant, et j'ai l'impression que toute ma carrière à l'INSERM... Donc vous êtes vieux. Voilà, je suis vieux. J'ai l'impression que toute ma carrière à l'INSERM a été accompagnée par des rapports sur la dépendance et comment la solvabiliser. C'est-à-dire que je crois que cette affaire des coûts, elle est là sur la table ou sous la table depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'on ne prend pas correctement en charge les personnes âgées et on ne prend pas correctement en charge leurs aspirations parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Ils sont trop pauvres pour le financer eux-mêmes et donc c'est un petit peu comme si on se repasse le truc, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a eu de très 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 nombreux rapports sur cette question. Et donc avant Sarkozy, et je pense que dans les derniers rapports de Chirac, enfin de l'époque Chirac, ça a abouti à la mise en place de la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie, la fameuse CNSA. On assure comme un seul risque et comme un risque homogène, enfin, à la fois l'incapacité des jeunes et la perte d'autonomie des personnes âgées. C'est-à-dire que, dans le fond, et ça c'est vraiment le leitmotiv de la CNSA, c'est il n'y a pas d'âge. L'âge n'est pas un critère. Donc, soit les gens ont à faire face à des incapacités, des handicaps, suite à un accident, suite, peu importe, à une maladie génétique, enfin, peu importe la cause, tous les accidents de la vie, soit les gens finissent par perdre leur autonomie à cause du vieillissement, mais dans tous les cas, ils doivent être traités de la même façon sans tenir compte de leur âge. Ça, c'est vraiment un peu le credo. Maintenant, moi, je suis obligé de dire, et même s'il y a eu des efforts considérables de fait, c'est quand même très, très, très difficile d'arriver à une prise en charge ou à une attitude qui serait homogène. Parce que, dans le fond, quand on a un enfant handicapé, on se dit, bon, il faut qu'on lui organise sa vie qui est devant lui malgré son handicap. Et donc, en fait, il y a toute une orientation, tout un effort qui est de permettre à l'individu d'avoir une vie la plus normale possible, de fréquenter l'école, d'avoir un travail, etc., malgré le fait qu'il est handicapé. Mais le problème après, et ça c'est peut-être un peu une provocation, mais tant pis, j'en sais rien, c'est qu'on a tendance à considérer que quand on parle des personnes âgées, des personnes très âgées, du moment qu'ils sont autonomes pour les activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire du moment qu'ils s'habillent, qu'ils se lavent tout seuls, qu'ils vont aux toilettes tout seuls, eh ben, tout va bien. Mais ça, c'est pas la vie. Si la vie se réduit à je mange, je dors, je mange, je dors, je mange, je dors, et il n'y a pas d'autre projet de vie... Là, on est complètement d'accord, mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, la position récente... Donc le maintien à domicile ou oui, l'invention de... Enfin, oui. Qu'est-ce qu'ils font dans la société ? Quelle est leur place dans la société ? Qu'est-ce qu'on leur laisse ? Je suis tout à fait d'accord sur cette question du projet de vie et du fait que les personnes âgées doivent continuer à vivre. Et pour être directeur de service à domicile depuis longtemps, je reconnais aujourd'hui qu'on a sans doute fait porter trop l'effort sur la sauvegarde des capacités de la vie quotidienne à l'intérieur du domicile, en oubliant que les gens, il fallait leur permettre d'en sortir. Le problème, c'est que le gouvernement qui s'est emparé de cette question depuis très peu de temps, j'ai entendu sur France Culture Anne-Marie Montchamp, qui est secrétaire d'État à la solidarité, dire
à mon avis, c'est quelque chose qui me heurte profondément en disant on ne va pas mélanger les situations de handicap des plus jeunes avec la situation des personnes âgées dépendantes. Disant d'ailleurs quelque chose qui m'étonne un peu, elle disait le handicap c'est une situation, la vieillesse dépendance c'est un risque. Alimentant aussi en matière de coûts l'assurance privée pour les plus âgés. On voit bien comment c'est articulé. Or, un des débats qui est important et sur lequel on est, je pense, d'accord, c'est de supprimer cette barrière d'âge, qui est d'ailleurs plutôt unique en France, en Europe. Les autres pays européens ont pour la plupart du temps supprimé cette barrière d'âge, tout en disant bien ce que disait toujours la CNSA en 2007, de la convergence, ça veut dire une équité de droit sans confusion. Parce que vous l'avez très bien dit, le projet de vie d'un gamin de 4 ans qui est handicapé, qui doit aller à l'école, qui doit faire sa vie, c'est pas le même projet de vie, mais elle a aussi un projet de vie que la dame de 90 ans qui a peut-être simplement envie de continuer à aller au cimetière, au marché ou au bistrot. On est bien d'accord. Et aujourd'hui, moi j'attire l'attention aujourd'hui que le gouvernement veut maintenir cette discrimination. Et ça, c'est extrêmement grave, je pense. Voilà, moi je pense que là c'est un point essentiel, parce que la question qui nous a été posée, c'est sur les coûts. Pour un gamin, même s'il a des handicaps très lourds, on va lui permettre d'aller à l'école, personne ne va voir ça comme un coût. Mais tout le monde verra ça comme une solution et personne ne pensera à parler de coûts, même si ça a coûté très cher. Donc là, il y a vraiment l'aspect perception. C'est-à-dire, tant qu'on prendra en charge, entre guillemets, la dépendance telle qu'on la prend, c'est-à-dire comme on prend en charge une maladie incurable qui ne peut finalement se terminer que par la mort, ça sera toujours trop cher. Ça sera toujours trop cher. Et donc, comme c'est des coûts, ça sera toujours trop cher. Et donc, c'est vrai que c'est toute la logique qui font changer. Il ne faut pas parler tellement de la perte d'autonomie. C'est maintien de l'autonomie. Le maintien ou la promotion de l'autonomie. En fait, ou favoriser l'autonomie. Donc, là, c'est vrai que les mots sont très importants parce que nos indicateurs, dans le fond, ça ne doit pas être savoir quelle est la proportion des personnes âgées qui ont besoin d'être aidées pour marcher ou pour manger. Ça, c'est un moyen. Il faut effectivement leur donner ces moyens. Non, vous avez raison. Ce qu'il faudrait avoir, c'est la proportion des personnes très âgées qui voulaient aller au cimetière et qui n'ont pas pu aller au cimetière parce qu'il n'y avait personne pour les aider, pour les accompagner. Et qu'on estimait que ce n'était pas important. Voilà. Mais il faudrait... je ne sais pas comment faire, c'est compliqué. Je connais très peu de gens et très peu d'équipes qui travaillent sur cette question. C'est comment on pourrait arriver au niveau collectif à faire émerger cette idée de... Bon, projet de vie apparaît peut-être un grand mot, mais quand même, il faut être capable de parler finalement du projet de vie. Si on n'est pas capable de verbaliser, de parler d'un projet de vie des gens de 90 ans ou de 100 ans, ils n'ont de fait aucune place dans notre société. Et même si on trouve bien de dire qu'en France, ça y est, on a dépassé 15 000 centenaires et qu'on en aura 200 000 ou 300 000 en 2060, n'empêche que ça sera toujours que des coûts. Mais moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que vous venez de donner la réponse à l'étiquette de ce débat, au vieillesse ennemi. Moi, je pense que pour qu'on change ce que vous venez de dire, il faut qu'on change de regard sur la vieillesse. Et il faut dire que la vieillesse est la chance des sociétés et que justement, si on voit la vieillesse comme la chance des sociétés, on permettra aux gens qui vont vieillir de vivre. Ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on ne leur permet pas. Ça inverse le titre de l'émission. Et si j'allais même plus loin que vous, si je disais même, il faut arrêter de parler de vieillesse. Moi je reviens un peu dans mon secteur. Dans mon secteur, ce qui s'était développé pendant très très longtemps, c'est la biologie du vieillissement. Il y a eu plein de bouquins, plein d'articles, des revues scientifiques sur cette question. Et aujourd'hui, il y a un malaise énorme dans ce monde de la biologie du vieillissement, tout simplement parce qu'au cours des 10 dernières années, on a réalisé, alors qu'avant on pensait exactement le contraire, qu'en fait, il n'y a aucun mécanisme biologique actif ou sélectionné qui conduit au vieillissement. Qu'en fait, biologiquement parlant, nous ne sommes que des machines à vivre. Et si on vieillit ou si on meurt, c'est parce qu'il y a des ratés dans la machine. Et que donc, en fait, si on veut étudier les mêmes phénomènes, mais que si on veut être dans un cadre théorique qui cohérent avec ce qu'on fait et ce qu'on observe, il faut parler de biologie de la vie, de biologie de la longévité. Et là, je dirais que c'est un peu la même chose. Tant qu'on parlera de vieillesse, c'est-à-dire ce côté, ce mot est négatif en soi, je ne sais pas comment dire. Je pense que c'est un mot... C'est la vie qui continue. On n'arrivera pas à se dépêtrer si on continue à utiliser ce mot. Je crois qu'il faudrait, d'une certaine façon,
arriver à bannir ce mot qui ne crée que des confusions, déjà à l'intérieur des disciplines, mais en particulier entre les disciplines. Et finalement, ce qu'il faut, c'est être capable de parler de la vie, de la vie aux âges élevés et très élevés, et en particulier de la vie en société. C'est déjà fini, merci. C'était passionnant. À bientôt au même endroit, même principe. 2 invités et toujours pas d'animateur.